Je déclare la réunion de ce 22 mai ouverte. Avant de passer la parole au chef de groupe, je tiens à excuser Maxime Degé, qui nous rejoindra peut-être plus tard. Monsieur Bastin. Oui, je m'en pose. Oui. Monsieur Lomba. Un pour le moment, et Thibaut Romain, je suppose qu'il va arriver, papa dit qu'il ne serait pas là. Monsieur Chialon. Alors, madame Ouéry, il ne sera pas présent. Pascal est là. Madame Tandel. Madame Freinet. Merci. Vous trouverez sur vos bancs l'ordre du jour actualisé de la séance de ce jour, comprenant les questions d'actualité. Je vous rappelle qu'au terme de cette séance publique se tiendra une séance à huis clos qui portera sur un dossier. Point 1 de l'ordre du jour actualisé, lecture du résumé du procès-verbal de la réunion du 24 avril 2025. Je donne la parole à Madame la Première Secrétaire pour la lecture de ce résumé. Oui, bonjour tout le monde. Donc, voici le résumé du procès-verbal de la réunion du Conseil provincial du 24 avril 2025. Séance publique. La réunion est présidée par M. Jean-Claude Jadot, assisté de M. Jean-Denis Lejeune et de moi-même. La séance est ouverte à 16h35. 52 membres y assistent. Monsieur le gouverneur et Monsieur le directeur général provincial assistent à la séance. L'Assemblée entend une communication de Monsieur le Président. Monsieur le deuxième secrétaire donne lecture du résumé du procès-verbal de la réunion du 27 mars 2025. Monsieur le Président prononce l'éloge funèbre de Monsieur Éric Jadot, ancien conseiller provincial. L'Assemblée entend les réponses du Collège provincial aux questions d'actualité reprises sous les documents 24, 25, A09 à A12. L'Assemblée adopte à l'unanimité les documents 24, 25, 180 à 186, 24, 25 à 188, 24, 25, 191 et 192, 24, 25, 194 à 207, 24, 25, 209 et 210, 24, 25, 210 à 218, 215 à 218, pardon, 24, 25, 222 à 225 et les documents 24, 25, 227. L'Assemblée adopte les documents 24, 25, 187, 24, 25, 189 et 190, 24, 25, 208, 24, 25, 211 à 214, 24, 25, 219 à 221 et le document 24, 25, 226. L'Assemblée prend connaissance des documents 24, 25, 228 et 229. Le procès-verbal de la réunion du 27 mars 2025 est approuvé. La séance publique est levée à 18h05. En séance à huis clos, l'Assemblée a procédé à la nomination à titre définitif et à temps plein, sous réserve d'agréation par la communauté française, de Madame Audrey Hoffmann en qualité de directrice à l'Institut provincial d'enseignement secondaire de Hesbaye, à dater du 1er mai 2025. Document 24 25 193. Merci. Je vous remercie. L'approbation du procès-verbal interviendra en fin de réunion. Point 2 de l'ordre du jour actualisé, éloge funèbre de Mme Valérie Dercel, ancienne conseillère provinciale. Mesdames et Messieurs les députés provinciaux, Monsieur le directeur général provincial, chers collègues, il est de mon devoir aujourd'hui d'évoquer la mémoire de Mme Valérie Dercel, ancienne conseillère provinciale. Durant plusieurs années, grâce à sa force de caractère et sa passion de la vie, elle a lutté contre la maladie, mais nous a quittés ce 30 avril, bien trop jeune, à l'âge de 57 ans. Élue sur la liste PS aux élections du mois d'octobre 2012, elle a sans cesse appliqué ses valeurs de solidarité et d'engagement total dans sa mission politique, en œuvrant avec détermination et persévérance. Elle s'est totalement investie dans son rôle de conseillère provinciale durant ces 6 années de mandat. Elle a défendu avec conviction les causes qui lui tenaient à cœur. À l'issue de ce mandat, elle est restée une fervente défenseuse des provinces, militant pour leur maintien, voire un renforcement de leurs compétences et pour la préservation de son personnel.
Son sens aigu du service public l'a également guidé dans sa carrière professionnelle, notamment au cabinet de l'échevine liégeoise Maggie Yerna. Aujourd'hui, nous pensons à sa famille, ses amis, ses collègues et tous ceux qui ont croisé son chemin et qui font face à ce départ. Joignons-nous à leur peine en nous recueillant quelques instants. Au nom de notre Assemblée, j'ai adressé un message de sympathie et de condoléances à la famille. Je vous remercie. Point 3 de l'ordre du jour actualisé, questions d'actualité. L'ordre du jour des questions d'actualité comporte 4 points. Le document A13, questions d'actualité d'un membre du Conseil provincial relative à la mise à disposition d'espaces d'études pour les étudiants du secondaire pendant les périodes d'examen. Le document A14, question d'actualité d'un membre du Conseil provincial relatif à la végétalisation des communes. Le document A15, question d'actualité d'un membre du Conseil provincial relatif à l'occupation de l'ancienne bibliothèque des Chirous. Et le document A16, question d'actualité d'un membre du Conseil provincial relatif à l'achat de pièges à frelons asiatiques. Pour la première question, je donne la parole à Madame Rosemary Carlos de Oliveira. Allez, Monsieur Bastin. Merci. Donc, mesdames, messieurs, chers collègues, la période des examens approche à grands pas et de nombreux étudiants sont déjà en pleine préparation. Beaucoup sont à la recherche d'espaces de travail apaisés pour pouvoir réviser leurs cours dans les meilleures conditions possibles. Le Centre de ressources et de créativité de la province de Liège, le B3, offre de magnifiques possibilités en la matière et rencontre un succès incontestable. Des centaines de jeunes s'y retrouvent chaque jour dans un but commun, réussir leurs examens et préparer leur avenir. 8000 m² et 120 places, c'est vraiment pas mal, mais les besoins sont énormes. Il y a 8000 jeunes en secondaire dans l'enseignement provincial et bien plus si on prend en compte les écoles communales. Beaucoup de ces jeunes habitent loin du centre-ville. Ce serait super de pouvoir s'inspirer de l'expérience positive du B3 pour mettre à disposition à plusieurs endroits de la province et pendant les périodes d'examen, des locaux pour qu'ils puissent étudier dans un cadre optimal. On le sait, les gouvernements font bien trop peu pour soutenir les écoliers et le personnel enseignant. Les coupes actuelles dans l'éducation en sont la preuve. Lorsqu'on sait qu'il y a 25% d'échecs scolaires par an en Fédération Wallonie-Bruxelles et que le taux de décrochage est estimé à 30% pour les jeunes de 14 à 17 ans, on se doit de réagir et de faire plus pour soutenir les jeunes. Notre question est la suivante. La province pourrait-elle, comme elle le fait déjà avec le B3, mettre à disposition d'autres espaces de travail et d'études pour les jeunes en période d'examen, et ce, dans plusieurs endroits de la province? Merci d'avance pour votre réponse. Merci, Monsieur le chef de groupe. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas d'intervention. J'invite Madame Cathy Firquet, députée provinciale présidente, à la tribune pour la réponse du Collège provincial à cette question. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les conseillers, Monsieur Bastin, donc les étudiants du supérieur sont en effet dans une période d'études intense à l'approche des examens de fin d'année. Ils peuvent effectivement travailler au calme dans nos différentes bibliothèques ainsi que dans des locaux mis à leur disposition sur les différents sites de notre haute école. Comme vous le mentionnez, les étudiants liégeois, du secondaire y compris, disposent également d'un magnifique bâtiment, le B3, accessible à tous, moyennant bien entendu réservation et inscription préalable. Quant aux élèves du secondaire, permettez-moi de m'étonner des énormes besoins auxquels vous faites allusion. En effet, les directions de nos 14 établissements secondaires que je rencontre une à une depuis plusieurs mois n'ont jamais relevé un tel besoin parmi la population scolaire.
Sachez que dans les écoles provinciales, les élèves peuvent, s'ils le souhaitent, rester en salle d'études pendant la période d'examen de juin, mais qu'ils sont vraiment très peu nombreux à le faire. Je souhaite également mentionner l'existence de diverses initiatives au niveau communal, cette fois, telles que la mise à disposition de locaux adaptés dans des bibliothèques ou des locaux communaux adaptés. Les jeunes peuvent y étudier dans le confort et la quiétude nécessaires à la préparation de leur avenir. De nombreuses écoles, tous réseaux confondus, proposent également la mise à disposition de locaux pour leurs élèves et pas uniquement, vous vous en doutez, en période d'examen. Je tiens aussi à relever le raccourci que vous opérez entre l'échec, le décrochage scolaire et la nécessité de disposer d'espaces de travail en milieu scolaire pour les jeunes en période d'examen. Monsieur Bastin, si c'est important pour certains étudiants, il n'y a pas qu'à leur mettre des locaux à disposition pour diminuer l'échec et le décrochage scolaire. Avouons que ce serait bien trop simple, mais nous serons évidemment attentifs aux informations complémentaires que vous nous fournirez quant aux besoins que vous reprenez dans votre question. Cette lutte se fait en tout cas toute l'année et pas uniquement pendant les examens, grâce notamment aussi à un secteur associatif motivé que nous connaissons bien, mais aussi grâce à des équipes éducatives investies. Ces équipes que nous rencontrons régulièrement également dans les écoles provinciales et les internats accompagnent les jeunes au jour le jour, du mieux qu'elles peuvent. Profitons-en pour les en remercier. Et pour terminer, je continue à penser que les espaces de travail et d'études pour les élèves du secondaire semblent répondre à la demande au sein de notre institution provinciale. Maintenant, si vous ne partagez pas notre avis, je vous invite évidemment et notamment par l'intermédiaire de la commission à nous transmettre l'objectivation du besoin que vous décrivez en termes quantitatifs et qualitatifs. J'espère avoir répondu à votre question et vous remercie pour votre attention. Je vous remercie. Je vous remercie, Madame la députée provinciale présidente. Une réaction ? Merci, Madame Firquet. Donc, effectivement, je suis vraiment d'accord que le B3 répond à une demande, à un besoin. D'ailleurs, j'ai commencé mon intervention par ça. C'est plus que nécessaire. C'est évident que ça ne suffit pas pour les jeunes pour réussir leurs études, mais c'est un besoin vraiment grandissant. Je vais juste répondre avec un exemple encore hier, devant le B3. La file pour aller étudier, elle est énorme. Quand on a fait la visite du B3 le mois dernier lors de la commission, on nous a expliqué qu'effectivement on a dû mettre en place des réservations tellement les demandes sont grandes en période de blocus. Donc oui, le B3 c'est hyper important, j'ai commencé avec ça, mais je pense que c'est surtout un exemple positif pour réfléchir comment en fait on peut identifier et répondre à ces besoins ailleurs aussi dans la province, parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de jeunes qui ne savent pas aller au B3 parce que c'est complet. Voilà, donc j'espère que ça fera réfléchir et qu'on va pouvoir trouver des solutions pour développer encore plus les services publics. Merci. Je vous remercie, Monsieur le chef de groupe. Pour la deuxième question, je donne la parole à Monsieur Marc Mannery. Merci, Monsieur le Président. Les petits privilèges de l'opposition, c'est de pouvoir parler en dernier. Mesdames et Messieurs les membres du Collège provincial, chers collègues, les habitants de notre province sont de plus en plus nombreux à souhaiter végétaliser leurs façades, leurs trottoirs, leurs abords immédiats. Ces gestes simples, planter une clématite au pied d'un mur, aménager une jardinière en pleine terre, faire courir une vigne vierge sur une façade, contribuent à rendre l'espace public plus agréable, à améliorer la qualité de l'air, à renforcer la biodiversité urbaine, à atténuer à notre échelle les effets du changement climatique. J'invite chacun des conseillers et conseillères provinciales ici présents d'ailleurs à, pour l'instant, lever les yeux parce que c'est le moment où ces façades sont les plus belles quand elles existent.
Face à cet engouement croissant, certaines communes ont pris les devants. La ville de Liège a par exemple mis en place un permis de végétaliser en collaboration avec des associations locales. Anu, Oui, Verviers et bien d'autres ont également lancé des dispositifs permettant aux citoyens de végétaliser l'espace public en encadrant ces démarches par des règlements ou des autorisations spécifiques. Ces initiatives témoignent d'une réelle dynamique locale en faveur de la nature en ville. Cependant, les dispositifs varient fortement d'un endroit à l'autre, tant sur le plan des procédures que des conditions techniques ou des aides possibles. Or, nous le savons, les plus petites communes n'ont pas toujours les moyens humains ou techniques pour développer de telles politiques. C'est ici que la province de Liège, en tant que pouvoir supracommunal, peut jouer un rôle moteur. Elle dispose à la fois d'une capacité de coordination entre les communes, d'une expertise administrative et technique et d'une légitimité pour mutualiser les bonnes pratiques à l'échelle du territoire provincial. Je souhaite donc interpeller les membres du Collège provincial pour savoir si l'administration provinciale pourrait proposer une boîte à outils commune à destination des communes souhaitant faciliter la végétalisation des façades, modèle de règlement, fiches techniques, clauses type, recommandations, si elle peut jouer un rôle de centrale de ressources pour accompagner les communes moins outillées, si elle envisage une action de sensibilisation provinciale à travers des campagnes coordonnées ou un soutien à l'initiative citoyenne dans ce domaine. Je pense que tout comme mon collègue M. Bataille le proposera pour les frelons asiatiques, le rôle supracommunal de la province peut être vraiment développé dans ce domaine, dans une logique d'efficacité et d'économie d'échelle. La province a intérêt à se positionner comme facilitatrice, amplificatrice de ces démarches communales qui participent pleinement aux objectifs environnementaux, sociaux et esthétiques que nous partageons, j'espère. Je vous remercie pour votre attention et espère que cette question pourra ouvrir la voie à un engagement renforcé de la province aux côtés de ces communes. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Conseil provincial. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas d'intervention. Nous allons tout de suite passer à la troisième question et je donne la parole à Madame Muriel Freinet. Tu vas répondre, Monsieur Denis. On va vous réserver un grand temps de réponse pour les 3 questions qui suivent. C'est cela. Mesdames, Messieurs, chers collègues, je souhaite entendre le Collège provincial sur le suivi du dossier « Occupation de l'ancienne bibliothèque des Chiroux », dossier de la législature précédente qui avait déjà suscité beaucoup de questions et d'interrogations. Des projets sont-ils en cours? Les négociations avec la plateforme Mouillard-Chiroux ont-elles avancé? Peut-on espérer la transformation d'une partie de ce bâtiment en tiers-lieu, même à titre provisoire? La volonté du collège est-elle toujours d'y installer une salle moderne et équipée pour y installer le conseil provincial ou autre conseil le remplaçant? De l'avancement de ce dossier dépend aussi une revitalisation du quartier qui, avec le départ d'Étias, risque de devenir une plaie ouverte et surtout inoccupée en plein centre de la ville de Liège. Une prolongation de cet état de fait n'est pas bonne ni pour la ville de Liège ni pour l'image de la province propriétaire du bâtiment. Merci pour vos réponses qui, je l'espère, seront à même de rassurer et la plateforme et les travailleurs du centre culturel qui, je vous le rappelle, occupent toujours le bâtiment, en vous remerciant. Je vous remercie, Madame la chef de groupe. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas d'intervention. La dernière question avant de passer la parole à Monsieur le député. Monsieur Bataille. Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, chers collègues du Collège et du Conseil provincial, la province de Liège est impliquée dans la protection de l'environnement et de la biodiversité. Une des preuves de cette implication est le service de miellerie mobile et la présence de ruches gérées par nos services provinciaux sur le territoire provincial, entre autres dans notre SBI. Nous connaissons les effets néfastes de la présence de frelons asiatiques sur le monde des insectes, pollinisateurs, et différents articles scientifiques en parlent. La présence de ce type de frelons stresse les abeilles, réduisant leur sortie et limitant ainsi les récoltes de nectar et de pollen quand les abeilles élèvent les dernières ouvrières de l'année et constituent leur réserve pour passer l'hiver. Il est aussi possible que les frelons pénètrent dans la ruche et s'attaquent directement au couvain. Le frelon asiatique s'attaque aussi à d'autres insectes, dont les populations menacées de papillons, d'abeilles solitaires ou de mouches. Il y a aussi d'autres impacts socio-économiques, puisque ces frelons menacent la production de miel et réduisent le pouvoir pollinisateur des abeilles. La présence de ces nids perturbe les ménages, les écoles, les bâtiments administratifs et les entreprises.
certaines villes et communes belges ont pris la décision d'acheter des pièges à frelons qu'ils mettent à disposition de la population dans des lieux stratégiques de leur territoire. La province de Liège, amie des communes, ne pourrait-elle pas lancer un marché conjoint d'achat de pièges à frelons asiatiques? La province proposerait aux 84 communes d'y souscrire et de pouvoir disposer d'outils efficaces de lutte contre cet insecte indésirable. Je vous remercie pour votre attention et pour la suite donnée à ma proposition. Merci, Monsieur le Conseiller provincial. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Non. J'invite à présent M. André Denis, député provincial, à la tribune pour les réponses du Collège à ces 3 questions. Merci, Monsieur le Président. Je répondrai ainsi d'abord à Monsieur Manieri, ensuite à Monsieur Bataille et enfin à Madame Frenet. Monsieur Manieri, Monsieur le conseiller provincial, chers collègues, je vous remercie pour votre question. Pour commencer, il convient de souligner que les projets de végétalisation sont destinés aux communes urbaines car les enjeux liés à la surchauffe et à l'urbanisation y sont plus prégnants. Ils concernent inévitablement moins les communes rurales. Précisons également que les projets de végétalisation relèvent des questions d'urbanisme et constituent donc une compétence principalement communale. En ce sens, la province de Liège propose un accompagnement aux communes dans leur démarche, mais n'intervient donc pas directement dans l'aide aux citoyens. Cet accompagnement de la province de Liège se cristallise par le biais de son rôle de coordinateur supralocal dans le cadre des campagnes POLEC. POLEC pour politique locale énergie-climat. Lors de l'appel POLEC 2021, par exemple, les communes ont pu bénéficier de subsides pour l'installation de toitures végétales et la commune de Chaufontaine a, à cet égard, par exemple, répondu positivement à cet appel. Dans un autre appel, POLEC 2022, les communes étaient invitées à élaborer un programme de travail détaillé via des fiches projets, notamment en matière d'adaptation au changement climatique, problématique dont relève la végétalisation. Les coordinateurs supralocaux ont ensuite regroupé toutes ces fiches actions, donc au niveau de la province, permettant ainsi d'avoir une vision claire des initiatives en cours et de favoriser la création de synergies entre les communes partageant les mêmes enjeux. À cet égard, le site Réseau POLEC, accessible aux coordinateurs communaux, recense les actions mises en œuvre dans le cadre des différents programmes POLEC et facilite le partage de documents et d'informations sur ces sujets afin de faciliter la reproduction. Parmi les initiatives végétalisantes menées par les communes, on peut citer notamment la création d'un mur végétal sur le mur du Conservatoire de musique à Verviers, un appel à candidature intitulé « Liège, ville verte et durable » visant à dynamiser les façades par l'ajout de végétation et de biodiversité, un projet de végétalisation du centre-ville de la ville de Hanu, impliquant les autorités locales, les commerçants ainsi que les citoyens. Et enfin, l'initiative « Faisons toutes et tous le trottoir », ASPA destiné à verdir les trottoirs de la ville. Comme précité, la province de Liège joue un rôle de coordination mais également de sensibilisation. Dans ce cadre, elle a organisé en 2022 une conférence à l'espace tremplin de Dizon lors de laquelle M. Sylvain Moisson de Jean Blou, agrobiotech, a abordé le sujet de la végétalisation des espaces urbains, avec un certain succès en termes de public. L'été dernier, les coordinateurs POLEC supralocaux ont visité la plateforme Wasabi, plateforme wallonne de systèmes innovants en agriculture et biodiversité urbaine, prenant place sur plus de 5 hectares du campus de Jean Blou Agrobiotech, Liège. Cette plateforme
offre une multitude d'exemples de nouvelles formes d'agriculture urbaine et périurbaine, toiture végétale, serre sur toit, ferme verticale, culture en container, permaculture, aquaponie, etc., etc. Un jardin botanique qui permet notamment d'étudier la diversité végétale et d'observer les outils en faveur de la biodiversité, comme les friches dirigées ou les structures végétalisées reproduisant des écosystèmes naturels. Je profite de ma réponse pour vous inviter, vous, ainsi que nos collègues, le 20 novembre prochain, à notre prochain colloque qui abordera la notion de la robustesse des territoires. Cet événement sera organisé dans le cadre des 10 ans du plan climat de la province de Liège. Un atelier ayant pour thématique l'aménagement territorial pour accueillir et favoriser la biodiversité sera proposé. Les informations pratiques suivront. D'un point de vue plus concret, au sein de nos établissements, nos architectes et nos ingénieurs mènent toujours une réflexion sur ces aspects de surchauffe et de végétalisation dans leurs projets. Citons à titre d'exemple la végétalisation du parking rue Petermans à Seraing ou encore celle de la cour de récréation de l'école polytechnique de Seraing. Grâce à ce futur site pilote, nous avons pour ambition de réimplanter la biodiversité dans les cours d'école via des espaces de circulation perméables, des zones ludiques fleuries propices aux pollinisateurs, des végétaux créant des zones d'ombre, etc. En résumé, la province de Liège est donc bien une ressource pour nos communes dans la dynamique de verdurisation de nos espaces urbains et j'espère que tout ceci vous en a convaincu, mais ça nous allons voir par la suite. Quitte à parler nature, parlons à présent d'insectes. Monsieur Bataille, monsieur le conseiller provincial, merci pour votre intervention sur le frelon asiatique. D'abord, on me réjouit de la lumière que celle-ci amène sur les actions du Centre provincial de formation en agriculture, CPFAR. La miellerie mobile constitue effectivement un outil précieux pour les apiculteurs de la province, qu'ils soient débutants ou expérimentés. Celle-ci touche, rappelons-le, 150 apiculteurs et permet l'extraction de 3 tonnes de miel par an. Aménagée dans le respect des normes d'hygiène de l'AFSCA, elle met gratuitement à disposition un matériel d'extraction performant et assure une formation à son utilisation. Le tout en sillonnant d'avril à septembre tout le territoire de notre province. Je vous invite d'ailleurs à venir célébrer avec moi ces 10 ans de la miellerie, donc le mercredi 18 juin après-midi, sur le site du CPFAR à Christnay. Diverses animations pour petits et grands seront proposées, notamment une visite des ruches, et voici le lien avec votre question, un stand spécialisé sur le frelon asiatique qui permettra de sensibiliser le public à cette thématique. Car après une première conférence au printemps 2023 sur les enjeux liés à sa prolifération, le CPFAR s'est emparé de la thématique et a lancé en 2025 un cycle de conférences et d'ateliers pratiques à destination tant du grand public que des apiculteurs. En effet, ce sont ces derniers, les apiculteurs, qui sont en première ligne dans la lutte contre ce prédateur particulièrement nuisible pour les colonies d'abeilles. Pour les soutenir, des ateliers pratiques autour des mesures de protection, l'un consacré à la construction de muselières pièges, l'autre au moyen de protection des ruchers face aux frelons, ont été organisés par le CPFAR à Christnay. Ces sessions ont permis à de nombreux participants de repartir avec des outils concrets, fabriqués sur place et directement utilisables sur le terrain. Le travail sera poursuivi au second semestre en développant notamment en partenariat autour du traçage des frelons asiatiques grâce à de nouvelles technologies permettant d'identifier les nids pour les détruire en fin de saison. Parallèlement, le grand public n'a pas été oublié. Une conférence de sensibilisation a été organisée à destination des citoyens, jardiniers, agents communaux et provinciaux. Comme l'a justement souligné le conseiller Bataille, le frelon asiatique devient de plus en plus urbain, nécessitant
n'hésitant plus à installer ces nids à proximité des habitations, des entreprises, des cours d'école ou des lieux publics. Cette évolution représente un véritable danger, notamment pour les ouvriers communaux qui pourraient tomber accidentellement sur un nid en entreprenant une haie ou un espace vert dans leur commune. Cette conférence, centrée sur les bons réflexes à adopter en cas de découverte de nids et sur les contacts à alerter, doit être vue comme un outil entièrement réplicable à la demande des communes. N'hésitez pas à relayer cela à ceux et celles qui vous en parleraient, s'entretendraient sur ce sujet. Le CPFAR estime d'ailleurs qu'un module de sensibilisation au frelon asiatique devrait être rendu obligatoire pour l'ensemble du personnel communal et provincial susceptible d'être confronté à cette problématique. Quant à l'idée d'un marché commun d'achat de pièges, elle est pertinente et pourrait s'avérer très utile sur le terrain. Nous suivons d'ailleurs cette piste, toutefois elle semble encore prématurée. En effet, une campagne de distribution de pièges à destination des apiculteurs a été lancée par le Centre régional agronomique de Wallon, le CRAW, mais les dispositifs proposés, simples bocaux à confiture transformés en pièges, qui constituent une solution très intéressante en termes de rapport qualité-prix, semblent par ailleurs se révéler peu efficaces et doivent donc faire l'objet d'une correction technique. Actuellement, il existe une grande variété de pièges, certains plus sélectifs que d'autres, ainsi que différents modèles de muselières pour protéger les ruches. Aucun modèle ne fait encore consensus parmi les experts et les organismes de référence. Nous sommes donc toujours à l'affût de tout constat d'efficacité d'un dispositif sur le terrain qui bénéficierait d'un avis scientifique positif et d'un retour d'expérience favorable du secteur apicole avant d'envisager un achat collectif à l'échelle provinciale. CPFAR, au-delà des pièges créés lors des formations évoquées il y a quelques instants, mène actuellement plusieurs tests comparatifs afin d'évaluer l'efficacité de différents modèles de pièges. Enfin, il convient de rappeler que l'efficacité de ces dispositifs repose aussi sur leur suivi. Les pièges doivent être régulièrement relevés et observés. À l'heure actuelle, la méthode la plus efficace semble résider non pas dans la seule implantation de pièges, mais dans la combinaison de plusieurs approches, l'installation de muselières sur les ruches, la pose de pièges autour des ruchers et une observation active des populations de frelons. Cette synergie reste à ce jour la meilleure stratégie pour réduire la pression exercée par le frelon asiatique sur les abeilles. Voilà, j'espère avoir été complet et je réitère l'invitation pour tout le monde de vous rendre à l'occasion à Crisnay au CPFAR et vous verrez que voilà, cette branche de notre administration provinciale est particulièrement active sur notamment avec Samuel Ries sur les problèmes d'apiculture et de frelons, mais pas que, et aussi elle aide beaucoup de producteurs locaux dans différents secteurs, et ça vaut vraiment la peine d'une visite, peut-être à l'occasion d'une future sortie de notre conseil provincial. Nous étions penchés sur des sujets naturels, terminant par la question infrastructurelle de Mme Frenet, avec un focus sur le devenir des Chirous. Mme Frenet, en juin 2024, le précédent conseil provincial a décidé de retirer la vente du site des Chirous, comme vous le savez. Cette décision marque une nouvelle étape dans le processus de rationalisation immobilière entrepris par la province de Liège au cours de la législature 2018-2024. La réflexion à la base de cette démarche est la suivante. Comment héberger efficacement les missions provinciales actuelles et futures tout en réduisant les coûts, notamment énergétiques, et en améliorant le bien-être des agents comme des usagers. Dans ce cadre qu'une nouvelle vision pour les Chirous a émergé, justifiant ce retrait de la vente, une réorganisation des infrastructures du centre-ville est à l'étude, visant à regrouper de manière plus cohérente et efficiente les services dits de support. À ce jour, un consensus se dessine autour de la sortie du bâtiment Opéra. Jugé vétuste et trop énergivore, les services actuellement installés seraient redistribués comme suit.
Service du budget dans l'immeuble de la Sauvenière, la direction des services informatiques au Val-Benoît, un déménagement effectué déjà il y a quelques mois, la communication pleinement au Charlemagne et le reste, ce qui nous intéresse, de la direction générale transversale, soit les participations, les assurances, les marchés publics, les ressources humaines, la logistique, pourrait être relogé au Chirou, moyennant une rénovation et une mise aux normes appropriées. C'est plus spécifiquement la partie rotonde, il y a minima une partie de la passerelle, qui serait ainsi réaffectée au domaine public provincial. Les services du Conseil et du Collège, comme relève de votre question, les services du Conseil et du Collège provincial pourraient également faire partie de cette réflexion. Nous sommes donc dans une phase d'étude, ce qui ne nous permet pas de présenter aujourd'hui un projet finalisé. Toutefois, soyez assurés que le Conseil sera informé dès que les contours du projet gagneront en clarté et en consistance. Un projet de cette ampleur nécessite du temps. Pendant cette phase de conception, il est effectivement envisageable de valoriser temporairement les espaces existants. Au-delà de la présence du centre culturel, c'est dans cette perspective que s'inscrit la demande du collectif Ouillard-Chirou, que vous avez mentionné. Luc Gillard, mon collègue député en charge de la culture, et moi-même avons rencontré les représentants du collectif. Nous avons échangé sur leurs besoins, tout en les sensibilisant à l'importance de réaliser les travaux nécessaires de mise aux normes incendie des espaces rotondes et passerelles conservés par la province. En particulier, après l'incendie de la tour Kennedy, notre objectif est de permettre une occupation culturelle temporelle dans des conditions optimales de sécurité, dans un esprit de collaboration. Le projet précis du collectif est encore en cours de définition. Il s'inscrit dans une volonté de maintenir une dynamique de quartier en investissant un espace momentanément inoccupé. Une nouvelle rencontre est d'ailleurs prévue début juin pour continuer ce dialogue constructif avec le centre culturel et le collectif Ouillard-Chirou. Par ailleurs, vous avez sans doute pris connaissance, par voie de presse, de l'intérêt que suscite le site auprès d'autres acteurs, universités, hautes écoles, ville de Liège, promoteurs privés, puisqu'il y a toute une série de bâtiments, notamment ETIAS, le départ d'ETIAS qui s'inscrit dans ce projet. Là aussi, rien n'est écarté, mais rien n'est acté non plus, mais nous restons ouverts à la discussion. Ces pistes pourraient nourrir les réflexions en cours, en particulier pour l'espace croisier. Donc l'espace croisier, c'est celui qui se trouve du côté de la Meuse, l'espace croisier non concerné par les plans exposés jusqu'ici, d'autant plus que le bâtiment des Chirou occupe une place structurante dans le paysage urbain liégeois. L'incendie de la tour Kennedy, comme déjà dit antérieurement, de juillet dernier, est un élément qui ne facilite pas les projets et qui perturbe une certaine temporalité que nous aurions souhaité plus rapide. Vous voyez, Madame Frenet, les évolutions en matière d'infrastructure nécessitent du temps, mais le travail de fond est bel et bien engagé, avec toute la rigueur et la prudence requises par l'envergure de ces enjeux. Nous veillerons à ce que le Conseil soit tenu informé de l'avancement des dossiers, notamment via la commission en charge des infrastructures. Je vous remercie de votre bonne attention. Merci, monsieur le député. Des réactions, monsieur Mannery? Une toute petite réaction. Merci, monsieur Denis, pour votre réponse. Une toute petite réaction sur la question concernant la végétalisation. Juste vous dire, et c'est très chouette d'entendre, et c'est souvent comme ça que vous répondez avec de nombreux exemples, mais de nombreux exemples ne font pas une politique systématique et globale, en fait. C'est une addition d'initiatives isolées, c'est intéressant et c'est chouette parce que c'est un premier pas dans la bonne direction, mais ces pas doivent être amplifiés et poursuivis, donc on les entend bien, ils sont chouettes et continuons. Je trouve que vous avez été convaincant sur la partie sensibilisation, sur ce qui avait déjà été fait et sur ce qui va se faire. Et j'imagine que ça n'a pas encore été exhaustif et on a bien noté votre petite invitation. Et enfin, et c'était peut-être la plus grosse partie pour moi, c'était le partage d'expérience. Boîte à outils, vous avez répondu, on sent qu'il y a du partage d'expérience, mais en fait, je pense que la province pourrait vraiment faire plus et vraiment amplifier
tout ce qui est politique de végétalisation, notamment simplement par la rédaction d'un règlement type. Les communes, chaque fois, doivent rédiger un règlement type sur la végétalisation. Elles ne savent pas si le lierre, c'est bien, à quelle profondeur il faut le mettre, s'il faut une autorisation préalable ou pas, une déclaration. Et je pense que la province pourrait vraiment pré-mâcher le travail et donner un truc, une boîte à outils type, c'était vraiment ce qui était demandé. Le partage d'expérience, c'est bien, mais ce n'est pas encore suffisant. Mais donc voilà, convaincu sur une partie, moins convaincu sur l'autre, et on l'espère convaincu d'ici la fin de la législature. Je vous remercie. Madame Freinet, pas de réaction, M. Bataille? OK. Point 4 de l'ordre du jour actualisé, document 230, dispositions décrétales, modificatives du CDLD et propositions de modification du règlement d'ordre intérieur, le ROI, du Conseil provincial. Ce document a été soumis à l'examen du bureau et a soulevé des questions. J'invite donc le rapporteur, M. Lomba, à nous en faire connaître les conclusions. Merci, Monsieur le Président. C'était Robin. Non, c'est Lomba. C'est ça, hein? Ne vous battez pas, je crois que j'ai dit M. Lomba. C'est un autre rapport, à mon avis. Il y a deux micros, on peut les partager. Mais on nous confond souvent, effectivement. Sur WeWarem, je m'appelle Lomba, Papa Robin. Enfin bref. Chers amis, chers collègues, chacun à vos titres et qualités, on ferait comme ça. Monsieur le Président a rappelé en commission l'objectif premier qui est de dynamiser les réunions des commissions et du Conseil dans notre changement de règlement d'ordre intérieur. Il a ensuite rappelé les principales modifications de celui-ci. Quelques questions ont été posées sur la procédure tout d'abord. D'une part, où le Président a rappelé que les modifications sont approuvées par le groupe de travail. C'est bien le Conseil qui, in fine, doit approuver notre règlement d'ordre intérieur. Ensuite, il y a eu des questions sur l'interpellation citoyenne. Il a été rappelé que ce n'était pas nouveau, qu'il n'était pas prévu de prise de parole par les groupes le jour de l'interpellation pour éviter les instrumentalisations, qu'il est positif que les groupes puissent prendre, certes au Conseil suivant, la parole, et ce, de manière et constructive et préparée. Un membre rappelant qu'antérieurement, c'était le collège seul qui pouvait s'exprimer sur les interpellations citoyennes. Enfin, un membre s'est interrogé sur la notion de recevabilité des questions d'urgence. Il a été reprécisé cette notion. Je vous remercie. Merci, monsieur le chef. Ça a été approuvé, excusez-moi, par 6 voix pour et 1 abstention. Juste. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas d'intervention. Je clôt la discussion générale. Nous passons au vote. Qui est pour les conclusions du bureau? Unanimité. Le Conseil adopte la dite résolution. Point 5 de l'ordre du jour. Le document 269. Retrait partiel de la décision du Conseil provincial du 20 février 2025, le document 24-25/116, en ce qu'elle porte sur la proposition de désignation d'un représentant écolo au sein de l'Assemblée générale de l'ASBL des associations des provinces wallonnes. Ce document a été soumis à l'examen du bureau et n'a soulevé aucune question. C'est donc par consensus que votre bureau vous propose de l'adopter. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas de demande d'intervention, nous passons au vote. Qui est pour les conclusions du bureau? Unanimité, le Conseil adopte la dite résolution. Point 6 de l'ordre du jour actualisé. Le document 270. Représentation provinciale au sein des intercommunales de diverses associations sans but lucratif, des associations chapitre 12, sociétés anonymes, sociétés coopératives à responsabilité limitée, d'un organisme de financement de pension, société anonyme de droit public, société de logement de service public, guichet du crédit social et d'une fondation privée. Ce document a été soumis à l'examen du bureau. Néanmoins, on vient de me prévenir qu'il y avait un problème d'ordre juridique et dès lors, je vais donc vous demander une suspension de séance et réunir le bureau dans la salle des gardes, ici tout de suite. Tu nous as oubliés au bureau. Elle était là. Voilà, je vous propose de reprendre la séance, le document 270. Ce document a été soumis à l'examen du bureau et a soulevé des questions. J'invite donc le rapporteur, M. Thomas Thialon, à nous en faire le rapport.
Merci, Monsieur le Président, chers collègues. Donc, le document 24-25-270 concernant les représentations provinciales a suscité un débat autour de la question de la mention politique à côté des fonctionnaires lorsque ceux-ci sont désignés pour siéger dans une représentation provinciale. Une membre du bureau s'étonnant effectivement du fait que l'on puisse associer une étiquette politique à un agent provincial qui évidemment n'est pas dans ce rôle mais qui est bien désigné par la volonté du conseil provincial pour représenter l'institution provinciale en tant que technicien, et évidemment pas dans une étiquette provinciale. On peut d'ailleurs voir que celle-ci change en fonction de là où il est désigné, une fois le même EPS, une fois le même ETMR. Ça voulait donc dire que ce n'était pas du tout l'objet, ce n'était pas la volonté marquée. Dès lors, après l'issue du débat, tenant compte, deuxième réunion du bureau, du fait qu'il faut néanmoins marquer l'appartenance du mandat à un parti, au cas où il faudrait le remplacer plus tard, on ne peut pas donc supprimer cette mention. À l'unanimité, le bureau a donc décidé d'indiquer la mention par délégation. Le fonctionnaire siégera donc par délégation du conseil provincial. Voilà, Monsieur le Président, à l'unanimité. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir ? Pas d'intervention. Je clôt la discussion générale. Nous passons au vote. Qui est pour les conclusions du bureau ? Unanimité. Le Conseil adopte la dite résolution. Point 7 de l'ordre du jour, le document 231. Modification statutaire, règlement 9/2 fixant la composition et le financement des secrétariats des membres du Collège provincial et du directeur général provincial et règlement 9 fixant les conditions et modalités d'octroi d'une allocation mensuelle forfaitaire compensatoire aux agents affectés à la conduite des véhicules du Collège provincial des directions générales, annexe 2 du statut pécuniaire du personnel provincial non enseignant. Ce document a été soumis à l'examen de la première commission et a soulevé des questions. J'invite donc le rapporteur, M. Étienne Robat, à nous en faire connaître les conclusions. C'est la bonne cette fois-ci. C'est la bonne. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, chers collègues. Deux interventions sur ce point. Un commissaire posait la question si cette modification allait entraîner une différence pour les finances provinciales. Il a été répondu que non, les chauffeurs gardent la totalité de leurs avantages actuels. Simplement, ils sont mis à disposition de l'ensemble de l'institution provinciale. Un autre commissaire a souligné que ce projet allait dans le bon sens pour la province, qu'il s'agissait d'une mesure donc opportune et adéquate. Finalement, vote à l'unanimité sur ce point. Je vous remercie, Monsieur le Conseil provincial. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas d'intervention. Je clôt la discussion générale. Nous passons au vote qui est pour les conclusions de la première commission. Unanimité, le Conseil adopte la dite résolution. Point 8 de l'ordre du jour, document 232. Délégation de compétences en matière de personnel, directeur enseignant, paramédical, auxiliaire d'éducation et administratif subsidié, occupés dans les établissements d'enseignement provincial subventionnés, les centres PMS et les internats annexés aux établissements provinciaux d'enseignement. Ce document a été soumis à l'examen de la première commission et a soulevé des questions. J'invite donc le rapporteur, M. Marc Magnery, à nous en faire connaître les conclusions. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, ce vendredi 19 mai, votre première commission s'est réunie pour délibérer du point qui vient d'être mentionné par le Président. Donc, le point a été présenté par l'administration qui souhaite ainsi régulariser une situation déjà largement en place en conférant au Collège les compétences désignées pour un ensemble d'actes relatifs au personnel, dans un souci de cohérence avec les prescriptions décrétales et la jurisprudence du Conseil d'État. Il s'agit, au dire du directeur général, d'unifier les procédures, de sécuriser juridiquement les décisions et de s'aligner sur les pratiques des autres provinces. J'espère que je le paraphrase correctement. Un commissaire a toutefois exprimé des réserves sur l'ampleur de la délégation envisagée, évoquant notamment des décisions sensibles comme les nominations de direction ou les sanctions disciplinaires. Il a insisté sur la nécessité de garantir une légitimité démocratique et une transparence suffisante au sein d'une institution provinciale qui en a besoin. Le directeur du département de l'enseignement s'est réjoui de cette évolution, soulignant qu'elle permettrait des désignations plus rapides et bénéfiques pour les établissements dans un cadre procédural déjà suffisamment contraignant. À l'écoute de la discussion, la députée présidente a proposé que les décisions du collège fassent l'objet d'une publicité en commission. Si cette proposition a été saluée comme un premier pas, certains commissaires ont exprimé des doutes sur sa pérennité, voire son insuffisance au regard des
enjeux exprimés. Votre première commission vous propose d'accepter ce document par 9 voix pour, 1 voix contre et 1 abstention. Je vous remercie. Je vous remercie, Monsieur le Conseiller provincial. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Monsieur Magnery, n'allez pas trop loin. Merci, Monsieur le Président, mais je sépare bien les rôles. Et ici, ouais, j'allais dire je vais parler sérieusement, mais si je dis ça, vous allez croire que les autres fois, je ne parlais pas sérieusement. Mais le point à l'ordre du jour nous pose réellement problème. Et je tiens à exprimer un peu plus longuement que d'habitude pourquoi. Le point à l'ordre du jour nous propose de déléguer au Collège provincial une série très large de compétences en matière de personnel de l'enseignement. Nomination, sanctions, licenciement, suspension, mutation. Nous, groupe écolo, nous comprenons le souci d'efficacité administrative et la nécessité de cohérence juridique exprimée dans l'exposé des motifs par l'administration ainsi qu'en commission. Mais en l'état, et ce sera vraiment le cœur de mon argument et de mon intervention, cette proposition va trop loin. Elle touche à des décisions sensibles, à haute portée humaine et symbolique, qui méritent un véritable contrôle démocratique ici au Conseil. Premier argument, des sanctions disciplinaires lourdes confiées sans garde-fou. L'article 1er de la résolution que vous vous apprêtez à voter prévoit ceci. Le Collège pourra prononcer les sanctions disciplinaires suivantes pouvant être infligées aux membres du personnel nommé à titre définitif: la suspension par mesure disciplinaire de maximum 1 an, la rétrogradation, la mise en disponibilité par mesure disciplinaire entre 1 et 5 ans, la démission disciplinaire et la révocation pure et simple. Ce sont des sanctions extrêmes, pouvant mettre fin à une carrière ou briser une réputation. Les déléguer sans débat au sein de notre Assemblée, c'est dépouiller le Conseil de son rôle d'arbitre. C'est une dépossession du rôle des élus, alors que ces décisions devraient précisément être prises sous le regard de celles et ceux qui sont directement mandatés par les citoyens, c'est-à-dire vous et moi. Deuxièmement, on parle des nominations de direction. Peu nombreuses, mais très politiques. Et quand je dis politique, c'est au sens noble du terme, pas du sens partisan, du sens politique. C'est eux qui vont vraiment gérer nos établissements scolaires provinciaux. Le texte confie ainsi au collège la nomination à titre définitif dans un emploi vacant d'une fonction de directeur. Cette nomination, pour l'instant, est soumise au Conseil provincial. Or, le directeur général lui-même a rappelé lors de la commission que ces nominations ne concernent qu'une poignée de cas par an, moins de ses 10 doigts. Ce n'est donc pas une surcharge pour notre Assemblée. C'est un choix stratégique et politique, structurant pour les établissements. C'est justement le type de dossier qu'un conseil ne peut se permettre de traiter de manière automatique par une délégation au collège. Car le vrai danger ici, c'est le danger de l'automaticité de la décision. On s'habitue à ce que la décision soit prise ailleurs, en collège. On ne va pas la lire. D'ailleurs, qui d'entre vous, en tant que conseiller provincial ici, va lire les PV du collège pour surveiller les décisions? Et pourtant, on doit le faire, mais ces décisions sont extrêmement nombreuses, c'est extrêmement laborieux de le faire, et ce serait notre rôle. La délibération ici proposée va soustraire à notre contrôle ces nominations et ces sanctions. Enfin, et c'est peut-être le plus grave, et ce qui me pousse ici à monter en tribune maintenant, c'est la concentration des pouvoirs et l'impact sur l'image du politique. Et je veux encore une fois m'adresser à chacun d'entre vous, aux chefs de groupe, aux conseillers, aux membres du collège. Nous savons à quel point l'image du politique est fragilisée, c'est un euphémisme, et à quel point particulièrement en province de Liège, certains perçoivent nos institutions comme fermées, opaques, voire même clientélistes. Une telle délégation nourrit cette perception. Une province qui concentre les pouvoirs, qui gère en entre-soi au collège et qui partage les privilèges en petits comités. Oui, voter en l'état ce texte, c'est envoyer un signal de perte de transparence, de fragilisation de la confiance des citoyens et de concentration des pouvoirs. Ce n'est pas une hypothèse théorique, c'est un risque politique réel, à l'heure où la démocratie représentative vacille partout. Et donc, notre responsabilité dans la montée des extrémismes qu'on connaît partout, pas seulement en Amérique du Nord, mais aussi chez nous, ici, en Belgique, dans nos communes, nous avons un rôle à jouer. On doit être transparent. Et déléguer ces décisions au collège, ça va diminuer cette transparence. Et c'est pour ça que moi, j'invite chacun à faire vraiment son examen de conscience et ne pas simplement se dire « je suis mon ou ma chef de groupe, aussi éclairé soit son avis, mais je vais réellement me saisir de ce dossier ». Je le dis sans provocation, à ce rythme, notre conseil risque de devenir une simple chambre d'enregistrement des décisions du collège, vidée de sa substance, incapable d'assumer pleinement son rôle de contre-pouvoir. Alors ma proposition, je ne viens pas ici pour dire qu'on va voter non, parce qu'en fait, j'aimerais qu'on fasse un peu autre chose cette fois.
Oui, si la délibération et le vote est maintenu, nous voterons contre. En tant que minorité très petite, on n'aura pas grand-chose d'autre à dire. Mais moi, j'invite vraiment le collège à peut-être m'écouter, pour une fois, et m'entendre, et peut-être reporter ce point. Je pense qu'il y a moyen qu'on construise quelque chose, une mouture plus équilibrée. Et concrètement, qu'est-ce qu'on demande? On demande que les sanctions disciplinaires les plus lourdes, particulièrement pour le personnel de direction, peut-être pour le personnel enseignant, on peut en discuter, reste une prérogative du Conseil. On demande, et ça c'est essentiel à nos yeux, que les nominations à des fonctions de direction à titre définitif soient soumises à l'approbation du Conseil et pas seulement du Collège. Ce n'est pas un blocage que nous voulons, c'est des garanties démocratiques. Nous sommes prêts à travailler à une version améliorée dans un esprit constructif, mais nous ne pouvons pas valider dans sa forme actuelle un recul du débat public au profit de décisions concentrées, automatiques et invisibles. Je vous remercie. Merci, monsieur le conseiller. Je pense que, normalement, c'est une intervention qui devrait durer 2 minutes, mais je pense que vous avez argumenté suffisamment que pour pouvoir suivre tout le débat. Et je vais donc demander à la députée présidente de répondre à votre intervention. Merci, monsieur le président. Je ne suis évidemment pas étonnée de cette montée à la tribune, puisque monsieur Manieri a bien dit tout son désaccord en commission. Je veux juste resituer un peu le contexte parce qu'il est passé vite fait dessus. Il s'agit bien d'une demande de l'administration. Donc ce n'est pas du tout le collège qui a sollicité une décision, c'est bien l'administration qui souhaite quelque part uniformiser et répondre à une demande de fonctionnement où parfois, c'est vrai, il faut prendre des décisions dans l'urgence. Je voudrais rappeler aussi, s'il vous plaît, que alors même si j'entends bien que tous les conseillers n'ont pas le temps de lire toutes les décisions, le contrôle démocratique, il est quand même présent, monsieur Manieri, personne ne peut le nier, l'accès à l'information, vous l'avez, comme tous vos collègues, et ça, vous avez eu la gentillesse de le rappeler, j'ai proposé effectivement que sur les points d'attention de nomination, il y a une information qui soit donnée en commission. Au niveau des délégations de décision, alors les délégations, elles sont très larges et elles sont déjà exercées par l'administration. Je pense que monsieur le directeur général provincial a été très, très précis en commission à cet égard. Il n'y a pas de changement. Vous avez l'air de dire qu'on change les choses, mais non, on ne les change pas. On les change sur un point, les nominations d'un grade. Et pour ce point, je vous ai dit qu'il y aurait une information en commission. Et pour tous les autres points, vous avez accès à l'information. Et il vous a bien expliqué aussi en termes de processus disciplinaire, de sanctions à appliquer en cas de dysfonctionnement d'un collaborateur. Aujourd'hui, le collège est déjà responsable pour une partie de la procédure, pas pour tout, ce qui fait que, vu qu'il n'est pas responsable pour tout, quand il a fini sa partie, eh bien, ce sont d'autres qui doivent recommencer le processus. Et je pense que qui, mieux que vous, en fonction de votre occupation professionnelle, peut comprendre que, notamment dans l'enseignement, quand il s'agit d'organiser un remplacement pour permettre que les cours soient donnés, eh bien, ça doit se faire dans l'urgence, et c'est bien la raison pour laquelle le directeur de l'enseignement a emboîté le pas quelque part du directeur général en commission pour mettre l'accent sur cette demande qui émane bien d'eux, effectivement, pour répondre à des demandes urgentes, sans modification de fond, si ce n'est pour les nominations d'un grade en particulier. Je vous remercie pour votre attention. Merci, Madame la députée présidente. Plus d'interventions. Monsieur Manieri, ici, vous allez être limité à 2 minutes. Hein. Je vous remercie, Monsieur le Président, mais rassurez-vous, j'ai la politesse de ne pas répéter les arguments que j'ai dit et qui ont été entendus. Je vais
reprendre très rapidement les... Merci Madame Firquet pour votre réponse. Et c'est vrai, merci aussi pour le petit pas que vous avez fait aux commissions. Au moins, les nominations nous seront informées. Quelques réponses à vos arguments. C'est une demande de l'administration. À ce que je sache, l'administration ne dirige pas le politique. C'est le politique qui a la main sur l'administration. Sinon, j'invite M. Broz à demander une augmentation salariale et comme ça, vous pourrez venir ici et dire que c'est une demande de l'administration. C'est un peu léger, je trouve, comme argument. Ce n'est pas un argument suffisant. Vous parlez du contrôle démocratique qui se fait dans les PV du collège. Oui, en théorie, mais en vrai, non. Et d'ailleurs, on en a parlé en commission de manière un peu plus détaillée. Ces PV du collège sont difficilement accessibles. Ils le sont, hein. Je ne dis pas le contraire, mais ils sont difficilement accessibles, triables, lisibles pour un simple conseil provincial et représentent une masse de travail considérable. Je pourrais passer un temps plein à simplement lire vos décisions. Donc, oui, en théorie, mais non dans la pratique, et donc ce n'est pas un argument suffisant. Troisième chose, c'est plus simple, c'est plus efficace, et c'est vrai, et c'est peut-être l'argument le plus pernicieux. En fait, la démocratie, c'est une exigence, c'est pas une affaire de simplicité et d'efficacité. Sinon, le plus simple et le plus efficace, Madame Firquet, ce serait de vous faire un trône ici, de vous mettre une couronne et de vous laisser prendre toutes les décisions en province de Liège. Mais vous comprenez, je le dis sous forme de boutade, mais c'est vrai, la démocratie, c'est parfois un peu lent, un peu pénible, il y a du contrôle, mais en fait, c'est ce qui fait aussi la richesse, la légitimité de notre système, c'est ça. Et donc, se réfugier sur l'efficacité de la décision, ben, c'est largement pas suffisant à nos yeux pour transférer cette délégation au collège. Moi, je pense que la décision qu'on va prendre est franchement une mauvaise décision, un mauvais signal aux citoyens. Et même si la demande émane de l'administration, comment les citoyens vont-ils recevoir ça? Comme une concentration de pouvoir et un manque de transparence dans les décisions. Je vous remercie. Non, maintenant, je pense que le débat a eu lieu. Les réponses ont été données et nous allons passer au vote. Autrement, on peut continuer tant qu'on veut. Je pense que tout le monde a bien compris les positions de tout un chacun, qui est pour les conclusions de la commission. Le groupe PS, le groupe MR, qui est contre, le groupe écolo, qui s'abstient contre ou contre, et contre pour le PTB. Le Conseil adopte la dite résolution. Les points 9 à 11 de l'ordre du jour ont été regroupés à la demande des membres de la première commission, à savoir les documents 233 à 235, octroi de subventions en matière de sport, demande de soutien des ASBL Femina Grasse-Sologne, Club cycliste Les Amis du Haoui et Royal Sporting Club Beaufailly. Le document 235 ayant soulevé des questions, j'invite le rapporteur, M. Serge Ernst, à nous en faire connaître les conclusions. Merci, Monsieur le Président, chers collègues. La première commission avait à l'ordre du jour l'octroi de plusieurs subventions sportives, dont une au Royal Sporting Club Beaufailly, et l'octroi d'un subside de 7 500 €, document 235. Un commissaire est surpris par rapport à l'explication donnée lors d'une précédente commission concernant l'objectivation des subsides, car il ne trouve pas ici d'explication dans la délibération. Il est précisé que le club avait obtenu le label 3 étoiles attribué par la CFF de football. Il est précisé également que ce sera ajouté dans la délibération pour confirmer le choix de l'objectivation lors de l'attribution de ces subsides. La Commission vous propose d'adopter à l'unanimité l'octroi d'une subvention au RSC Beaufailly Football. Monsieur Magnury n'est plus là, mais autrement je peux l'aider pour les recherches sur le portail, parce que il fait CTRL F et alors dans le mot qu'il cherche. Merci pour votre rapport, Monsieur le Conseiller provincial. Les deux autres documents n'ayant soulevé aucune question, c'est à l'unanimité que votre première commission vous propose de les adopter. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas d'intervention, je clôt la discussion générale. Nous passons au vote. Pouvons-nous procéder à un vote globalisé? Oui. Qui est pour les conclusions de la première commission en ce qui concerne ces trois documents? Unanimité, le Conseil adopte les trois résolutions. Point 12 de l'ordre du jour. Le document 236, octroi de subventions en matière de relations internationales et institutionnelles, demande de soutien de l'ASBL Amitié française de Liège, organisation des festivités du 14 juillet 2025 au Palais des Congrès de Liège. Ce document a été soumis à l'examen de la première commission et a soulevé des questions. J'invite donc le rapporteur, M. Delray, à nous en faire connaître les conclusions. Vous avez la parole, Monsieur le conseiller. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs, votre première commission a examiné ce document lors de sa réunion du vendredi 16 mai dernier.
Un conseiller est intervenu pour faire part de sa difficulté à comprendre une phrase du rapport adressé au Conseil par le Collège, à savoir que, je cite, « 1 800 € sont intégrés dans les charges pour la location de pagode alors que celle-ci sera prise en charge par la province de Liège ». Fin de citation. Le conseiller précise qu'il est habituel dans ce genre de dossier de distinguer entre les subventions en nature et le numéraire, mais cela ne semble pas clairement le cas cette fois. Un autre conseiller remarque que le rapport propose de verser un montant total de 4 000 € à la SBL, mais que la fiche du demandeur fait état d'une subvention en espèces de 2 500 €. Si l'on ajoute à cela les 1 800 en nature pour la location de pagode, alors l'arithmétique n'est pas respectée. Madame la députée présidente répond qu'il y a eu en effet une erreur dans la présentation du dossier. Elle avait compris qu'un montant total de 4 000 € serait consenti par la province pour soutenir cette activité, de sorte qu'il conviendra de valoriser à hauteur de 1 500 € seulement la location de matériel, à quoi il faudra ajouter la subvention sollicitée d'un montant de 2 500 €. Le document sera corrigé en conséquence et placé sur le portail des conseillers avant le conseil du 22 mai. Moyennant ces précisions, la demande d'octroi de subvention est approuvée à l'unanimité des membres de la première commission. Merci. Je vous remercie, monsieur le conseiller provincial. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Non, je clôt la discussion générale. Nous passons au vote. Qui est pour les conclusions de la première commission? Unanimité, le Conseil adopte la dite résolution. Les points 13 à 15 de l'ordre du jour ont été regroupés à la demande des membres de la première commission, à savoir les documents 237 à 239, rapport d'évaluation annuel relatif au contrat de gestion conclu entre la province de Liège et les ASBL Compaforma, Conseil des pouvoirs organisateurs de l'enseignement officiel neutre subventionné, le CP11, et Carrefour, Centre de loisirs de l'enseignement provincial liégeois. Les documents 237 et 239 ayant soulevé des questions, j'invite le rapporteur, Mme Virginie Defrant-Firquet, à nous en faire connaître les conclusions. Merci, Président. Chers collègues, mesdames et messieurs, membres du collège, un membre est intervenu dans notre commission au sujet du dossier relatif au Carrefour Centre de loisirs de l'enseignement provincial liégeois. Il voulait en effet comprendre ce que cette SBL paraprovinciale où la province ne finance pas le personnel en soi, où il n'y a pas de chiffre d'affaires ni de bilan. Ce membre évoquait également une remarque de M. Anzalone qui leur recommandait davantage de variété dans leur activité. Un autre membre regrette l'absence du rapport d'activité qui existait sous l'ancienne législature et qui rendait compte justement de tout ce qui était fait dans ce genre de structure. La députée présidente déclare avoir rencontré le directeur de cette SBL qui est l'éducateur et en même temps l'animateur de l'internat de Verviers pour les activités parascolaires. Il lui dit que le siège social de cette ASBL est à son domicile, ce qui n'est évidemment pas idéal. Il a déclaré également avoir reçu 15 000 € en 2024 et a sollicité une somme également pour 2025. Les éducateurs des internats sont bien sûr en général extrêmement investis, mais il semble manquer quelque peu d'organisation. Ce type d'activité ayant évidemment du sens dans les internats, il leur a été suggéré de liquider eux-mêmes la SBL existante, qui n'est d'ailleurs pas provinciale en soi, pour créer à la place une structure qui fédérerait l'ensemble des 7 internats, ou à tout le moins les éducateurs motivés par ce projet, et pas seulement les 2 actuellement qui prévoient ce genre d'activité. L'idée serait que soit élaboré ensuite un programme commun pour les activités dans les différents internats, et sur cette base, la province prévoirait alors un montant qui leur serait destiné. Ils ne sont pas encore revenus avec leur position sur cette proposition. Toujours est-il que cette ASBL n'existera plus d'ici la fin de l'année. Une autre question a été posée sur le dossier portant le numéro 237 relatif à Compaforma. On y mentionne 3 équivalents temps plein dans cette SBL qui luttent contre le décrochage scolaire. Un membre demande quel est leur rôle exactement et leur profil. Il est rappelé que cette SBL étend son activité sur 3 centres, à savoir un à Warem, un à Serein et un à Verviers. C'est sur chaque site qu'est affecté un des 3 temps pleins évoqués dans le service de lutte contre le décrochage scolaire. Ces éducateurs ou enseignants collaborent avec les écoles provinciales dont sont issus les élèves en décrochage ou vers lesquels on les réoriente. Ils complètent donc le personnel sur place financé par la fédération. Un autre membre demande enfin, quant à elle, quelle est la fréquentation de ces centres. Il lui est répondu qu'ils sont 10 élèves en moyenne par centre. Ce nombre évolue bien sûr au fil de l'année dans les mêmes termes que le décrochage lui-même.
dans la mesure où les enfants peuvent à tout moment être considérés comme aptes à retourner à l'école ou à intégrer un centre de formation IFAPME. Toutes ces résolutions ont bien sûr été adoptées avec 9 voix pour, 0 contre et 2 abstentions. Merci. Je vous remercie, Madame la conseillère provinciale. Le document 238 n'ayant soulevé aucune question, c'est par 9 voix pour et 2 abstentions que votre première commission vous propose de l'adopter. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas d'intervention. Je clôt la discussion générale. Nous passons au vote. Pouvons-nous procéder à un vote globalisé? OK. Qui est pour les conclusions de la première commission en ce qui concerne ces 3 documents? Unanimité, le Conseil adopte les 3 résolutions. Les points 16 à 24 de l'ordre du jour ont été regroupés à la demande des membres de la deuxième commission, à savoir les documents 241 à 249, octroi de subventions en matière de culture, demande de soutien des ASBL Défaut, Jazz à Verviers, Festival Vacances Théâtre de Stavelot, Chœur Royal Les Artisans Réunis du Stavelot, Festival Africain de Liège, Festival Royal de Théâtre de Spa, Centre culturel d'Angy et Factory, et de la Régie communale autonome de Sprimont. Ces 9 documents n'ayant soulevé aucune question, c'est par 8 voix pour et 1 abstention que votre deuxième commission vous propose de les adopter. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas de demande d'intervention. Je clôt la discussion générale. Nous passons au vote. Pouvons-nous procéder à un vote globalisé? Oui. Qui est pour les conclusions de la deuxième commission en ce qui concerne ces 9 documents? Unanimité, le Conseil adopte les 9 résolutions. Le point 25 de l'ordre du jour, document 250, approbation du tarif boisson dans le cadre de l'opération Votre Palais 2025. Ce document a été soumis à l'examen de la deuxième commission et a soulevé des questions. J'invite donc le rapporteur, Mme Muriel Frenet, à nous en faire connaître les conclusions. Nous en sommes là. Document. Notre deuxième commission s'est réunie ce vendredi 16 du 5 2025. Document 24-25 250. Approbation du tarif boisson dans le cadre de l'opération Votre Palais. Question d'un commissaire. Il lui semble que la fête a eu lieu la semaine dernière pendant la fête du tram. Il lui est la réponse du député. Ce tarif sera d'application pour toute opération Votre Palais, qui comprend plusieurs manifestations, dont celle du week-end dernier, où nous avons rencontré un grand succès public. Ils vont profiter des installations du TEC ainsi que des chapiteaux afin de mener à bien cette manifestation couplée entre le TEC et la province de Liège. La commission se conclut par un vote. 8 voix pour, 0 contre, 1 abstention. Je vous remercie, Madame la chef de groupe. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas de demande d'intervention. Je clôt la discussion générale. Nous passons au vote. Qui est pour les conclusions de la deuxième commission? Unanimité, le Conseil adopte la dite résolution. Les points 26 à 30 de l'ordre du jour ont été regroupés à la demande des membres de la troisième commission, à savoir les documents 251 à 255 relatifs à diverses modifications statutaires, les documents 251, 252 et 253 ayant soulevé des questions. J'invite le rapporteur, M. Mathieu Elrissi, à nous en faire connaître les conclusions. Voilà, Monsieur le Président, donc, mes chers collègues, le rapport ici concerne effectivement les points 26 à 30 de l'ordre du jour du Conseil provincial de ce jour, que nous avons examiné effectivement en commission numéro 3 tenue ce mercredi 21 mai à 17h. Il s'agit pour les 3 premiers points de proposition de modification au statut administratif du personnel provincial non enseignant, j'insiste bien non enseignant, du point 4 de la modification du règlement de travail et du point 5 d'une délégation de compétences du Conseil vers le collège. Chaque point a été présenté par M. Pirotte, attaché juriste de notre institution aussi provinciale, au moyen d'un exposé extrêmement clair où il a développé les raisons de chaque modification proposée et ses effets. Je n'irai pas dans le détail, mais je vous résume ici les modifications proposées et les remarques éventuelles. Point 26, donc, l'ordre du jour, modification de l'article 18 de l'article 4 du statut administratif du personnel provincial non enseignant, afin que les absences résultant d'un accident de travail
d'un accident sur le chemin du travail ou d'une maladie professionnelle située après la date de consolidation, excepté les cas particuliers de rechute et de prestations réduites, soient de nouveau prises en considération pour le calcul de la mise en disponibilité et donc d'une inaptitude définitive. Cette modification a pour effet de valoriser un retour au travail des agents atteints de lésions limitées et aptes à travailler, mais également d'avoir la possibilité de mettre à la pension pour inaptitude ceux dont le MEDEX estimera qu'ils ne sont plus en mesure, de manière définitive, d'effectuer leurs prestations. Comme dit lors de la commission, il s'agit de clarifier une situation sur base d'une réglementation précise. Des questions ont été posées, effectivement, lors de le débat sur ce point-là, mais M. Pirotte a répondu à toutes les questions, donc finalement, il y a eu un consensus. Je sais qu'au niveau, disons, du vote, une voix s'est portée contre, et 10 voix se sont portées pour. Donc, sur les 11, 10 pour, une abstention. Non, un vote contre. Sur le point 27, modification des articles 3 et 7 de l'annexe 4 du statut administratif du personnel provincial non enseignant, ayant trait au congé pour motif impérieux d'ordre familial et leur impact sur le droit au congé annuel. On a constaté effectivement que de nombreux agents utilisent ce motif de façon, disons-le, très large, et pour clarifier la situation, il est proposé de modifier l'article 7 en ajoutant à cet article une définition précise de la notion de motif impérieux. Il s'agit donc, d'après le texte proposé, de tout événement qui s'impose de façon absolue à l'agent et qui requiert son intervention. Il n'y a pas eu de questions, je dirais, sur ce point-là. Et d'ailleurs, je terminerai par une conclusion, donc puisqu'il y a des délégations syndicales ont été au courant de tout ce que nous disons ici et ont donné leur consensus à l'unanimité. Le point 28. Donc, il n'y a pas eu de question. Le point 28, modification de l'article 34 dans l'annexe 4 du statut administratif du personnel provincial non enseignant concernant les interruptions de carrière ordinaires et thématiques, donnant le droit à une allocation de l'ONEM par l'introduction du congé pour aidant proche, nouvelle notion de congé thématique, et qui doit être prévue, il ne l'est pas encore, dans la réglementation de l'employeur, donc de notre province. On en profite aussi pour moderniser le texte complet de l'article 34, qui comporte, c'est un article important, 25 alinéas. Notamment, l'ancien texte prévoit la référence à des montants nominaux d'allocation, devenus obsolètes, et c'est là que se posait la question d'un membre donc, de la commission, et est remplacé dans le nouveau texte par une simple référence à la réglementation en vigueur au moment de son application. Ça évite de devoir modifier le texte à tout bout de champ s'il y a changement dans la façon de calculer les allocations. Le point 29, modification de l'annexe 1 du règlement de travail du personnel provincial non enseignant. Oui, c'est une matière assez technique, mais bon, on est obligé d'entrer. Donc, cette modification de l'annexe 1, concernant l'utilisation d'un système électronique de gestion des données relatives au suivi en temps réel, y compris la géolocalisation des véhicules de service, de machines et autres matériels spécifiques. Le but de cette modification statutaire est de se conformer à l'article 42 de la loi du 27 juin 69 révisant l'arrêté loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et qui permet à l'ONSS, dans le cadre d'un contrôle, de revenir sur une période de 10 ans lorsque l'employeur s'est rendu coupable de manœuvres frauduleuses ou de déclarations fausses ou sciemment incomplètes. Or, dans le règlement actuel provincial, il est prévu que les données sont effacées après une période de 5 ans. La modification proposée est donc technique et ajoute un paragraphe au règlement pour le mettre en concordance avec les exigences de l'ONSS. Là non plus, il n'y a pas eu de question. Et enfin, point 30, modification statutaire par la proposition d'une délégation de compétences du Conseil au profit du Collège en matière de personnel provincial non enseignant. Faisant suite aux élections provinciales du 13 octobre 2024 et à l'installation du nouveau Conseil provincial, il est nécessaire d'obtenir l'accord du dit Conseil
pour permettre au collège d'exercer les compétences de recrutement et de rupture des contrats de travail. Cette délégation existait déjà dans les faits. Il faut rappeler que chaque décision, d'ailleurs, et c'est mis dans le texte, bien sûr, du collège, son délégation devra faire l'objet, et c'est important, d'une information du conseil provincial. Donc toute décision du collège sera de toute façon chapeautée, suivie par le conseil provincial. Voilà. Je terminerai en disant que tout ce que je viens de dire ici a été approuvé en conciliation avec les syndicats, donc qui à l'unanimité ont donné leur aval, si je puis dire, sur ce que je viens de dire. Voilà. Alors, au niveau des votes, je vous l'ai dit tantôt, donc les deux premiers points, 10 voix pour, 2 voix contre. Pour les 3 derniers points, 10 voix pour, donc 2 fois une abstention d'un groupe. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Je vous remercie, Monsieur le Conseiller provincial, pour ce rapport très complet. Les 2 autres documents n'ayant soulevé aucune question, c'est par 10 voix pour et une abstention que votre 3e commission vous propose de les adopter. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas d'intervention. Je clôt la discussion générale. Nous passons au vote. Pouvons-nous procéder à un vote globalisé? Eh bien, nous allons 26 et 29. 28 et 29. Je vous propose donc de voter le 26, le 27 et le 30 ensemble. Qui est pour les conclusions de la commission? Le groupe PS, le groupe MR, le groupe des engagés. Qui est contre? Qui s'abstient? Le groupe PTB, le groupe Écolo. Pour les 2 autres points, qui est pour les conclusions de la commission? Le groupe PS, le groupe MR, le groupe des engagés. Qui est contre? Ah, vous étiez pour aussi. Qui s'abstient? Le groupe Écolo pour les 2 autres points. Le Conseil adopte les 5 résolutions. Point 31 de l'ordre du jour, le document 256, rapport d'évaluation annuel relatif au contrat de gestion conclu entre la province de Liège et l'ASBL Service social des agents provinciaux, exercice 2023, prévision 2024. Ce document a été soumis à l'examen de la 3e commission et n'a soulevé aucune question. C'est donc par 10 voix pour et une abstention que votre 3e commission vous propose de l'adopter. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas d'intervention. Je clôt la discussion générale. Nous passons au vote qui est pour les conclusions de la 3e commission. Le groupe PS, le groupe MR, le groupe des engagés. Qui est contre? Qui s'abstient? Le groupe Écolo et le PTB, je ne le sais pas. Je suis sur le point 31, oui. Ah, c'est bien. Le Conseil adopte donc la dite résolution. Le point 32 de l'ordre du jour, le document 257, octroi de subventions en matière de santé, demande de soutien de l'ASBL Sophelia, centre de planning familial Soralia de Verviers, réaffectation de la subvention 2024 à l'achat d'un stérilisateur autoclave et d'un nettoyeur à ultrasons digital durant l'année 2025. Ce document a été soumis à l'examen de la 3e commission et n'a soulevé aucune question. C'est donc par 10 voix pour et une abstention que votre 3e commission vous propose de l'adopter. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas d'intervention. Je clôt la discussion générale. Nous passons au vote. Qui est pour les conclusions de la 3e commission? Le groupe PTB, le groupe PS, MR engagé. Qui est contre? Qui s'abstient? Le groupe Écolo. Le Conseil adopte la dite résolution. Point 33 de l'ordre du jour, le document 258, octroi de subventions en matière d'affaires sociales, demande des ASBL 4 Liège Média et Védia pour la réalisation d'un projet de production et de diffusion d'une émission d'information hebdomadaire adaptée aux personnes sourdes et malentendantes, soit 40 émissions envisagées pour la période allant du 1er septembre 2025 au 31 août 2026. Ce document a été soumis à l'examen de la 3e commission et n'a soulevé aucune question. C'est donc par 9 voix pour et une abstention que votre 3e commission vous propose de l'adopter. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas d'intervention, je clôt la discussion générale, mais avant de passer au vote, je vous informe que, comme en commission, Mme Vinciane Pirmelin ne participe pas au vote sur ce document. Nous passons au vote, qui est pour les conclusions de la 3e commission. Le groupe du PTB, PS, MR engagé, qui est contre, qui s'abstient.
le groupe écolo. Le Conseil adopte la dite résolution. Point 34 de l'ordre du jour, document 259. Aqualis, première assemblée générale ordinaire fixée le 4 juin 2025. Ce document a été soumis à l'examen de la 4e commission et n'a soulevé aucune question. C'est donc par 10 voix pour et une abstention que votre 4e commission vous propose de l'adopter. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas d'intervention, je clôt la discussion générale. Nous passons au vote. Qui est pour les conclusions de la 4e commission? Le groupe PSMR engagé, écolo, qui est contre, qui s'abstient? Le PTB. Le Conseil adopte la dite résolution. Point 35 de l'ordre du jour, le document 260, RESA, première assemblée générale ordinaire fixée au 4 juin 2025. Ce document a été soumis à l'examen de la 4e commission et a soulevé des questions. J'invite donc le rapporteur, M. Grégory Piron, à nous en faire connaître les conclusions. Monsieur le Président, chers collègues, votre commission 4 s'est réunie ce lundi 19 mai au Val-Benoît. Le point 35, 24, 25, 260 concerne l'Assemblée générale de RESA. Une présentation chiffrée rapide est faite par M. Spirlet. Le GRD ou gestionnaire de réseau de distribution d'énergie, électricité et gaz se charge des basses et moyennes tensions et pressions. RESA, c'est un peu moins de 1000 travailleurs, un chiffre d'affaires important, des milliers de kilomètres de réseau, 706 000 compteurs, une notation Moody's A3 stable. Quelques enjeux et défis pour la période 2025-2029. Décarboner par une augmentation du gaz issu de la biométhanisation, renforcer ou adapter le réseau par rapport à l'augmentation des panneaux photovoltaïques et des véhicules électriques au niveau câbles et transformateurs, pour faciliter la réinjection et éviter les décrochages. Une commissaire s'interroge par rapport au pourcentage de biogaz. Il lui est répondu que le biogaz est en fait une piste pour la survie du réseau de gaz naturel actuel. L'énergie fossile sera remplacée progressivement par du biogaz avec un objectif de 33% de volume de gaz distribué remplacé par ce biogaz. Actuellement, le gaz de Fluxys provient de Russie ou du Qatar. À l'horizon 2050, plusieurs générateurs de production d'énergie doivent s'arrêter avec des débats sur la prolongation du nucléaire et nous l'avons vu dernièrement sur l'hydrogène. Un autre commissaire s'interroge sur les bornes de recharge. Il lui est répondu que ce n'est pas dans les missions du GRD, mais que c'est plutôt une gestion d'opérateurs privés. Les votes, tout le monde était pour, excepté une abstention. Je vous remercie, Monsieur le Conseiller provincial. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Oui, Madame Freinet. Mesdames, Messieurs, chers collègues, juste par rapport à RESA, je souhaiterais que nos administrateurs soient très attentifs à la tendance de RESA à vouloir encore créer des holdings et des choses séparées où effectivement le politique n'aura pas ou plus son mot à dire, et donc d'y être très attentif. Je sais qu'on est dans un milieu extrêmement concurrentiel, mais on ne peut pas se permettre, et on ne peut plus se permettre ce qui s'est passé par le passé, laisser filer comme ça des décisions où nous n'avons plus la main. Donc je demande à tout le monde d'être bien attentif dans les assemblées générales ou les CA qui auront lieu chez RESA ou dans d'autres intercommunales, de ne plus laisser filer la décision et d'y être particulièrement attentif. Merci. D'autres interventions? Non, je clôt la décision générale. Nous passons au vote qui est pour les conclusions de la 4e commission. Le groupe PS, le groupe MR, le groupe des engagés, le groupe écolo, qui est contre, qui s'abstient, le PTB, le Conseil adopte la dite résolution. Point 36 de l'ordre du jour, le document 261, désignation au 1er mai 2025 d'un receveur spécial des recettes du service des sanctions administratives communales. Ce document a été soumis à l'examen de la 5e commission et a soulevé des questions. J'invite donc le rapporteur, M. Gianni Tabon, à nous en faire connaître les conclusions. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, en 5e commission qui s'est réunie le lundi 19 mai, un commissaire a demandé des précisions sur le point lié à la désignation au 1er mai 2025 d'un receveur spécial des recettes du service des sanctions administratives communales. Il souhaitait notamment savoir pourquoi la désignation était faite sur proposition du directeur financier.
La réponse et toutes les précisions liées à la fonction de receveur ont été fournies en séance par le directeur financier. Moyennant ces précisions, le point a été voté avec 9 votes pour et 2 abstentions. Je vous remercie, Monsieur le conseiller provincial. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas d'intervention, je clôt la discussion générale. Nous passons au vote qui est pour les conclusions de la 5e commission. Le groupe PSMR engagé écolo, qui est contre, qui s'abstient. Le groupe PTB, le Conseil adopte la dite résolution. Point 37 de l'ordre du jour, le document 262, marché public de fourniture, mode de passation et conditions du marché relatif à l'acquisition dans le cadre du plan d'équipement didactique 2025 de matériel de chimie et scientifique pour les besoins du secteur enseignement et formation. Ce document a été soumis à l'examen de la 5e commission et n'a soulevé aucune question. C'est donc par 9 voix pour et 2 abstentions que votre 5e commission vous propose de l'adopter. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas de demande d'intervention, je clôt la discussion générale. Nous passons au vote qui est pour les conclusions de la 5e commission. Unanimité, le Conseil adopte la dite résolution. Les points 38 à 40 de l'ordre du jour ont été regroupés à la demande des membres de la 5e commission, à savoir les documents 263-265, culte, compte 2023 de la mosquée Ashahaba, budget 2025, de la mosquée Fatit et le compte 2024 de la fabrique d'église orthodoxe Rust, Saint-Alexandre Nevski et Saint-Séraphin de Sarov. Ces 3 documents n'ayant soulevé aucune question, c'est par 9 voix pour et 2 abstentions que votre 5e commission vous propose de les adopter. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas de demande d'intervention, je clôt la discussion générale. Nous passons au vote. Pouvons-nous procéder à un vote globalisé? Oui. Qui est pour les conclusions de la 5e commission en ce qui concerne ces 3 documents? Le groupe PSMR engagé et écolo, qui est contre, abstention. Le Conseil adopte les 3 résolutions. Point 41 de l'ordre du jour. Document 266. Approbation des comptes de gestion pour l'année 2024 des fonds provenant des laits Montefiore-Lévy, Madame Veuve Gabrielle Alain, Rousseau-Bochover, Bondarieux, Marthe Brabant-Vecmans, Fernand Petit, Raymond Simon, Bartholomé Maria Veuve Léonard, Nicolas Dihit, Cuvelier Veuve Roland et les ASBL ICANN. Ce document a été soumis à la 5e commission et a soulevé des questions. J'invite donc le rapporteur, Madame Valérie Euchamp, à nous en faire connaître les conclusions. Chers collègues, lors de la réunion de la 5e commission, M. Pierrick Fastré, directeur financier provincial, a commencé par expliquer que la province a accepté des legs et dons pour un certain montant et qu'il a l'obligation de placer ces montants en capital. Le capital est placé chez Belfius à différentes temporalités et chaque année, il nous informe des différents flux, des intérêts générés et distribués. Les intérêts peuvent effectivement être distribués. Dans la résolution qui nous occupe, ils le sont à l'SBL Fares, le Fonds des affections respiratoires. Un commissaire s'interroge sur le placement à 2 ans. Le directeur financier répond qu'il s'agit ici d'une exception à 2 ans. Parfois, c'est 10 ans aussi, quand les taux sont meilleurs, sinon ils ne dépassent jamais l'année. Un autre commissaire souligne qu'il n'y a pas de détails et qu'on ne voit pas à qui sont versés les intérêts. Le directeur financier explique que c'est normal, que cela relève du collège et que les versements partent d'un autre compte. Son rôle se limite à garantir que le capital fructue. Le vote en commission s'est soldé par 9 voix pour, 0 contre et 2 abstentions. Merci. Je vous remercie, Madame la conseillère provinciale. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas de demande d'intervention. Je clôt la discussion générale. Nous passons au vote. Qui est pour les conclusions de la 5e commission? Le groupe PSMR engagé écolo. Qui est contre? Également pour le PTB, le Conseil adopte à l'unanimité les 11 résolutions. Point 42 de l'ordre du jour, document 267, arrêt des comptes relatifs à l'exercice 2024. Ce document a été soumis à l'examen de la 5e commission et a soulevé des questions. J'invite donc le rapporteur, M. Marc Capa, à nous en faire connaître les conclusions.
Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Mesdames les députés, Messieurs les députés, chers collègues, le point relatif à l'arrêt des comptes pour l'exercice 2024 a été présenté lors de la Commission 5 de ce lundi 19 mai. Les membres de la Commission remercient le directeur financier pour sa présentation ainsi que l'ensemble de son service pour le travail réalisé. À l'issue de la présentation, 3 points ont été soulevés. Le premier, comment expliquer que les recettes ordinaires de prestations sont rencontrées à hauteur de 157,43% et dépassent donc des prévisions budgétaires d'une telle hauteur. Le directeur financier reprécise que c'est en lien avec la récupération des montants payés en trop pour les années 2022 et 2023 dans le cadre du financement de la cotisation de responsabilisation. Une précision complémentaire, la principale recette concerne bien la récupération des cotisations de responsabilisation payées indûment, soit 10,2 millions, dû au fait que l'institution de prévoyance auquel la province est affiliée a dressé un décompte entre les provisions versées et les cotisations de responsabilisation réellement payées auprès de l'ONSS en 2022 et 2023. Ce décompte relève un excédent de 15,8 millions, lequel a servi notamment à apurer des factures de provision pour les cotisations 2024, soit 5,6 millions. Déduction faite de l'apurement de ces factures, la province a inscrit donc le solde en recette 10,2 millions. Le deuxième point soulevé, pourquoi un prélèvement spécifique à l'exercice propre pour le financement des zones de secours? Le directeur financier explique qu'afin de garantir l'équilibre à l'exercice propre, malgré l'accroissement de la charge représentée par la reprise de la part communale dans le financement des zones de secours, en 2022, le gouvernement wallon a réformé le règlement général de la comptabilité provinciale en autorisant jusqu'à l'exercice 2024 les dérogations suivantes. On peut transférer à l'exercice propre des disponibilités du fonds de réserve ordinaire non affecté. Deuxième dérogation, on peut transférer du budget extraordinaire vers l'exercice propre du budget ordinaire le produit d'emprunt contracté spécifiquement à cette fin. La province de Liège n'a fait usage que de la première dérogation, à savoir le prélèvement de 1,4 million sur le fonds de réserve globale. Troisième point soulevé, les recettes extraordinaires de transfert sont inférieures aux estimations, soit plus ou moins 7 millions. Pourquoi? Le directeur financier précise que des recettes avaient été prévues avec l'attribution des travaux pour lesquels nous n'avions qu'une promesse ferme et que malheureusement, une promesse de principe, pardon, et que malheureusement la promesse ferme de subside est arrivée ou n'est pas encore arrivée. Tout au moins, elle n'était pas dans les délais. Le point a été accepté à l'unanimité, moins 2 abstentions. Je vous remercie de votre attention. Je vous remercie, Monsieur le Conseiller provincial. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas d'intervention, je clôt la discussion générale. Nous passons au vote. Qui est pour les conclusions de la 5e commission? Le groupe PS, le groupe MR, le groupe des engagés, le groupe Écolo. Qui est contre? Le PTB. Le Conseil adopte la dite résolution. Point 43 de l'ordre du jour, document 268. Rapport du directeur financier sur l'exécution de sa mission de remise d'avis en application de l'article L. 2212-65, paragraphe 5, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation relatif à l'année 2024. Ce document a été soumis à l'examen de la 5e commission et a soulevé des questions. J'invite donc le rapporteur, M. Thomas Tchallon, à nous en faire connaître les conclusions. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, donc sur le rapport lié à la remise d'avis en application du Code de la démocratie locale par le directeur financier provincial, un commissaire fait remarquer qu'il entre dans cette mission de réaliser une prospective par rapport à l'avenir. Dès lors, il souhaite savoir ce qu'il en est de la montée en puissance de la province dans le financement des zones de secours. Il lui a répondu que la province garde en perspective la circulaire ministérielle de 2020 prévoyant un financement à hauteur de 100 millions d'euros, alors que nous sommes à 50 millions actuellement. Il est également précisé que 2025 est une année de transition, avec un passage de 40 à 50 millions, dont l'impact fut toutefois adouci grâce à l'intervention complémentaire de la région. Et ce point n'appelait pas de vote. Je vous remercie, Monsieur le chef de groupe. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas d'intervention. Je clôt la discussion générale. Le Conseil adopte la dite résolution. Qui est pour? Il n'y a pas de vote normalement, donc le Conseil adopte la dite résolution. Point 44 de l'ordre du jour, approbation du procès-verbal de la séance du 24 avril 2025.
Aucune réclamation n'ayant été déposée en ce qui concerne la rédaction du procès-verbal de notre dernière réunion, je le déclare approuvé et déclare close la séance publique de ce jour. La prochaine séance ordinaire du Conseil provincial aura lieu le jeudi 12 juin à 16h30. Séance à huis clos. En application de l'article L. 2212-15 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et de l'article 50 de notre règlement d'ordre intérieur, je prononce le huis clos.